nos jours, on a maintenant, aujourd'hui, 66 cas, donc 4 de plus qu'hier. Vous vouliez savoir la proportion des cas qui étaient dus à l'éclosion. Alors, on a finalement, après tous les calculs, ça nous arrive à 39 cas qui sont dus à l'éclosion. Le reste des cas sont dispersés sur tout le territoire, dans toutes les MA. J'ai fait des petits travaux là, pour faire plaisir à Gilles, entre autres, là, pour savoir le nombre de personnes qui avaient été mises en confinement ou en isolement à la suite de ces 39 cas-là, et on est à 148. Donc, les gens qu'on a contactés, qu'on a dû mettre en isolement parce qu'il y avait eu des contacts étroits et qui étaient à risque de développer la COVID, c'est 148 personnes, compris ces 39. Donc, ça, c'est pour la situation épidémiologique. Pour ce qui est des autres éléments, on va parler des rassemblements. Là. On a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés des événements, entre autres les gens qui vivent où il y a des quais. Là. Il y a beaucoup de monde à un moment donné qui se rassemble sur les quais. Et puis, c'est correct en soi, mais la distance, on doit la respecter tout le temps. Il faut toujours se rappeler qu'il faut être à 2 bras, au moins 2 mètres de toute autre personne. C'est vraiment important, même quand on est en plein air, de respecter ces distances-là si on veut vraiment éviter que le COVID saute de nous à quelqu'un d'autre ou de quelqu'un d'autre à nous. Donc, je voulais juste te rappeler ce message-là, peut-être que si on peut réinsister là-dessus, parce que les gens oublient, c'est normal. On n'était pas habitué à ça, on est plutôt habitué à se rapprocher. Donc, gardez nos distances, s'il vous plaît, même dans les activités de plein air, ça serait vraiment requis. Alors, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Alors, j'ai Télé Soleil en premier. Donc, Gilles Philibert à de Gaspésie. Oui, j'aurais une question pour Docteur. Le ministre Legault a annoncé aujourd'hui que, on demandait de l'ajout du personnel dans les CHSLD. Est-ce que vous avez une idée de combien d'infirmières pourront éventuellement être transférées dans les CHSLD? Combien et à quel endroit? Là, je viens d'assister à une réunion de notre direction et effectivement, c'est le modèle qui a été lancé d'essayer de voir si les gens qui actuellement ne sont pas utilisés parce qu'on a un peu fait de délestage, on ne donne pas tous les soins électifs qui étaient requis. Donc, on a des gens qui seraient peut-être disponibles pour aller donner un coup de main dans les CHSLD. Donc, ça va se faire, mais on n'a pas de chiffres encore à ma connaissance. Et quand il y aura les chiffres, là, ça ne regarde pas vraiment la santé publique. Il faudra avoir une entrevue peut-être avec les directions des soins infirmiers. Je pense que ce serait la personne qui serait la mieux placée pour vous indiquer comment le redéploiement s'est fait. Oui, Simon Gamache TV. Actuellement, au niveau des hospitalisations en Gaspésie, est-ce que vous avez des chiffres? On a eu 8 personnes qui ont été hospitalisées, il en reste 5 actuellement. Elles ont finalement toutes été transférées dans un hôpital de référence COVID. Parfait, merci. Probablement Québec, mais je n'ai pas le détail. Ça veut dire que les personnes, hospitalisées, c'est 5 personnes hors de la région. C'est ça que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est qu'on a eu 8 hospitalisations, il y en a 5 qui ont été transférées, il n'en reste plus du tout hospitalisés actuellement dans notre territoire. Nelson CHSMC. Oui, je veux juste être sûr de bien comprendre. Mais il y a 5 personnes hospitalisées, mais dans des centres de référence actuellement. Là. Oui. OK.
OK, parfait. J'ai fait un calcul. Est-ce que je peux compléter, s'il vous plaît? Donc, on a, si je fais 66 moins 39, il y a donc 27 cas. Dans ces 27 cas, est-ce que ce sont tous des gens qui revenaient de l'extérieur ou on commence à devenir dans le communautaire? Tous les cas index, c'est-à-dire ceux qui sont à l'amorce de la grappe, là, ceux qui ont amené le microbe dans la région, l'ont pris à l'extérieur ou dans l'extérieur du pays même, la plupart, ou dans d'autres régions du Québec. Et puis, tous les autres cas de la grappe, ils l'ont pris de cette personne-là, donc on est capable de savoir de qui il a été affecté. Donc, en fait, on n'a pas de cas importés, on n'a pas de cas de transmission communautaire ici. Tous nos cas sont importés. Là. On les prend à la tête. Là. OK. Et une autre question, je n'entrerai pas dans les détails précis, mais relié au cas de E. Gagnon et fils, on me dit que parmi le réseau de contacts de ces personnes-là, il y a une personne qui travaillait dans les cuisines de l'hôpital de Chandler. Quelles sont les mesures qu'on a faites ou est-ce que l'hôpital de Chandler est en sécurité actuellement? Je ne peux pas confirmer ton information, mais oui, je peux te dire que l'hôpital de Chandler est en sécurité parce que si les patients de qui on fait une enquête sont isolés, leurs cas, les contacts de ces gens-là sont isolés aussi. Donc, si jamais c'était le cas, il n'y aurait aucun problème. Merci, Fred Parent, BFM. Pas de questions, je vous remercie. Mirko de Silva, TV, TVA. Ils ont déjà répondu, merci. Merci, Raphaël, CSM. Moi aussi, ça va, tout a été répondu, merci. Isabelle Larose, Radio-Canada. Oui, la question pour M. Bonifié est la suivante. Il y a une pétition de plus de 4000 noms, là, principalement des Malinois, qui circulent, demandant encore une fois la séparation des cas, mais cette fois-là, la ventilation des données, pas par MRC, pas par ville, vraiment de faire juste 2 sous-régions, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, se basant sur le fait que géographiquement, il n'y a pas de lien terrestre, donc que le statut épidémiologique des 2 endroits est vraiment distinct. Sachant qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent en ce sens-là, et là, je parle pas des MRC, je parle pas de ville, est-ce que ça pourrait être possible de seulement faire un bilan Gaspésie, un bilan Gaspésie et un bilan pour les îles? On prend très bien la demande des îles. Par contre, c'est l'une des MRC de notre région la plus petite avec le moins de nombre de personnes. Alors, le même phénomène de rupture de confidentialité risque d'arriver. Puis à chaque fois qu'il y a un nouveau cas, on dit il y en a tant qui vont ouvrir, puis il y en a tant qui vont en arriver de la Gaspésie. Je comprends toujours pas, moi, personnellement, qu'est-ce que ça va donner de plus. Les gens, dans le système de santé aux îles, savent très bien qu'ils doivent se protéger comme si on était en transmission communautaire. C'est vrai pour tout le Québec. Tous les travailleurs de la santé au Québec se protègent comme s'ils avaient devant eux une personne qui a la COVID. La population sait qu'il y a de la COVID aux îles. Donc, toute la population applique les mesures de espacement, de distanciation physique. Ils appliquent les mesures de se laver les mains. Ils appliquent les mesures de ne pas aller visiter leurs personnes âgées ou leurs personnes atteintes de maladies chroniques. Ils appliquent la notion de ne pas avoir de rassemblement. Qu'est-ce qui fait de plus de savoir que le prochain cas, il est des îles ou il est d'ailleurs? C'est ça que j'arrive pas à comprendre personnellement. Le jour où quelqu'un pourra bien me l'expliquer, peut-être que je pèserai la balance entre une rupture de confidentialité possible avec les dommages que l'on sait et qu'on a vus, et cette nouvelle possibilité que moi je n'ai pas encore comprise de pourquoi est-ce qu'on veut savoir. Je comprends tout à fait votre point de vue. Ce que les gens disent, surtout, je pense que c'est, mettons, la courbe là, de la Gaspésie et celle des îles est probablement différente, étant donné le fait que c'est pas le même territoire. Donc, je pense qu'ils veulent juste en savoir un peu plus sur
l'état de la crise chez eux. Là. Je pense que c'est surtout ça la nuance. L'état de la courbe, ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est une modélisation mathématique. Il y a des grandes marges d'erreur, même au niveau du Québec même, les marges d'erreur sont énormes, c'est très difficile de tracer ça. Alors, jamais la population de la Gaspésie dans son entier, la Gaspésie, les îles dans son entier, pourra avoir ce genre de modélisation pour qu'on puisse prévoir une courbe quelconque. Et c'est évidemment pas possible, ça vous dit. D'accord, j'espère que c'est la dernière fois que je vous posais la question. Ça me ferait plaisir de vous la poser. Je suis sûr que ça va arriver demain encore. Merci Isabelle. Mélanie Clavet. Mes questions ont été répondues, merci. Merci, Dieu gagne. Je reviens, je vous remercie d'ailleurs, Dr. Bonny-Viger, pour la réponse à ma question. Une première question, je maintiens pour ma question par rapport au nombre de tests, quand vous aurez le temps dans vos nombreux temps libres de répondre à ça. Ça reste pour le moment une question qui n'est pas absolument primordiale, mais qui est d'intérêt. Là. Mais c'est ça. Je vous accable pas plus avec ça. Merci beaucoup. Une question concernant la question de Gilles. Est-ce que c'est en rapport aux combien de résultats sont attendus? En fait, Oui, ma question va dans ce sens-là, oui. Ouais. Nombre de tests, c'est combien de résultats attendus? Le ministère nous précise vraiment de ne pas dévoiler ce total-là au niveau régional pour l'instant. Si jamais ça change, on pourra vous les donner. Puis c'est certain aussi que ça se fait manuellement là, du docteur Bonny-Viger, c'est clair, mais au même le côté du ministère, il y a un trop grand écart entre la réalité du système. Donc, il faut que les systèmes soient tous bien coordonnés pour donner ces chiffres. Donc, c'était juste une précision du ministère. Désolée de ça. Il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais une question. Est-ce qu'on comprend dans le fond que les gens qui sont hospitalisés en Gaspésie pour la COVID sont automatiquement redirigés par la suite vers un autre hôpital? Ils ont besoin de soins plus poussés, oui. En fait, actuellement, c'est le protocole. Ça dépend de la capacité des autres hôpitaux de référence. Le jour où les hôpitaux de référence vont être presque pleins, il va falloir qu'on se débrouille pour donner le maximum de soins ici. Et c'est une des raisons, entre autres, pourquoi on essaie de retarder l'éclosion ici dans la population, la transmission communautaire. Parce que tant qu'on n'a pas de transmission communautaire, on risque d'avoir peu de personnes hospitalisées. Et à ce moment-là, on est capable de tenir le coup jusqu'à temps que les hôpitaux de référence dans les régions où il y a de la transmission communautaire vont avoir passé le plateau, là, ils vont être en descendant, donc ils vont avoir moins besoin de donner des services à leur population, puis ils vont être capables de prendre notre population à ce moment-là. Alors, vous avez remarqué qu'on a une épidémie qui est décalée par rapport à ce qui se passe dans les autres régions qui ne font pas partie de la ceinture des 8. Là. Alors, on essaie de maintenir ça le plus longtemps possible pour être justement capable d'assurer les meilleurs soins aux personnes qui vont développer éventuellement des complications ici. Parce que là, dans le fond, tous les hôpitaux ici en Gaspésie sont en mesure de recevoir des patients de la COVID. Oui. Oui, OK. Puis, dites-moi aussi, petite question concernant les différents cas d'espèces. Nous, les journalistes et sûrement d'autres personnes dans le milieu, on reçoit toutes sortes d'appels ou de courriels concernant des cas particuliers. Moi, je déménage, j'ai une fille en garde partagée, on va à tel magasin, ils ne respectent pas les directives. Nous, qu'on doit appeler pour avoir leur juste, où on réfère tous ces gens-là? La première attitude, c'est, je pense que tout le monde, en tout cas qui s'informe, sait quelles sont les mesures à prendre. Je pense que c'est bon de rappeler aux personnes qu'on rencontre les consignes, puis leur rappeler pourquoi il y a des consignes, puis leur expliquer encore. Il y a quand même des gens qui ne lisent pas les journaux. On sait qu'on a une faible littératie au Québec quand même. Là.
Alors, il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore compris les messages ou l'importance ou qui ne croient pas, je ne sais pas. Donc, en tout cas, dans un premier temps, la première approche, il me semble, c'est de réexpliquer les choses aux gens. Si les gens vous envoient promener et vous voyez qu'ils mettent en danger tout le monde, ben, il est toujours possible d'appeler la police. Il va peut-être faire la même approche. Il va essayer de leur faire comprendre dans un premier temps. Mais s'il y a des gens qui sont vraiment acharnés, qui ne veulent pas comprendre et qui mettent en danger, comme le premier ministre fait, toute la stratégie que tout le monde, à laquelle tout le monde consent, tout le monde consent des sacrifices, s'il y en a quelques-uns qui risquent de mettre tout ça en question, ben, à ce moment-là, ces gens-là seront interpellés par les policiers qui auront à subir les conséquences de leurs actes s'ils le font sciemment, s'ils sabotent sciemment l'effort collectif. C'est ça qui est l'enjeu. Mais dans un premier temps, je rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore vraiment compris. Et le point de chute là, pour les gens qui ont des cas d'espèce, comme je disais, ben moi je déménage au mois d'avril, est-ce que j'ai le droit de passer? J'ai une fille qui habite à Lévis, est-ce que je peux aller la chercher parce que c'est en garde partagée? Ces cas d'espèces-là, est-ce qu'il y a un endroit ou un guichet unique où ils peuvent avoir des réponses précises à leurs questions? Actuellement, ils peuvent demander à l'ESQ qui va les référer. Eux autres, ils ont à l'intérieur de leur structure des gens qui sont capables de répondre à ces questions-là. Puis nous, on a, au poste de commandement de l'ESQ, on a quelqu'un de la santé qui appuie les agents et qui est en mesure de donner ces réponses-là. Il se peut qu'on est en train de mettre en place une ligne qui pourrait permettre aux citoyens d'appeler directement sur cette ligne-là. On est en train de mettre former des gens qui puissent répondre à toutes ces questions-là sans passer par le réseau de l'ASQ. Alors, dans quelques jours, il y aura un numéro qui sera publié pour ça. Mais actuellement, si quelqu'un a le problème aujourd'hui, c'est d'appeler à l'ASQ qui va les référer. Il va leur donner d'abord la réponse qu'ils ont sur leur papier. Puis si c'est vraiment trop particulier, ben ça va revenir à nous autres à Santé publique, mais en étroite collaboration avec la SQ, à travers ces réseaux-là. Merci. Il y avait d'autres questions. Peut-être une précision, tantôt quand vous parliez du 148, vous liez directement au manoir ou le total en Gaspésie? Non, c'est lié directement au manoir. Est-ce que vous avez les chiffres sur les autres cas? Ah, je ne l'ai pas calculé, tu vois, mais je suis à vue de nez, là, je dirais qu'il y en a probablement une centaine d'autres. Environ 250 au total. Oui. OK. Merci, Joël. DGB Radio-Canada. Oui. Moi, je suis arrivée un petit peu en retard, je m'excuse. Est-ce que vous avez le nombre de décès de Doreen les personnes guéries, est-ce que vous en avez? Moi, pouvez-vous répéter la question? Je vous entends comme dans un nuage. Ah, OK. Je vous demandais si vous avez toujours le nombre de décès de Doreen sur les personnes guéries. Est-ce que vous en avez des personnes que vous considérez comme officiellement guéries? OK. Oui, nous, on sait qu'il y a quelques personnes qui ont guéri, mais encore une fois, on a une demande ministérielle pour l'instant de laisser centraliser ça, le nombre de personnes guéries. Ça va peut-être changer, là, mais pour l'instant, c'est ça qu'on nous demande de faire. Pour ce qui est des décès, on a toujours deux. OK. Moi, j'avais peut-être une question concernant peut-être le fait que la Gaspésie demeure quand même une des régions où il y a le moins de cas dans l'ensemble du Québec. Vous expliquez ça comment, dans le fond? Qu'est-ce qui fait que finalement, on a échappé, mettons, à la transmission communautaire? Quelles sont les principales raisons? En fait, nous sommes 8 régions. Les 8 régions qui ont été inscrites dans l'arrêté ministériel qui n'ont pas de transmission communautaire comme telle, là, sauf parfois dans quelques régions des cas sporadiques. Je pense que ça tient principalement au fait que il y a peut-être moins de monde chez nous qui ont voyagé pendant la période du congé scolaire, voyager à l'étranger. Il y a peut-être aussi qu'on ait des populations beaucoup plus dispersées. Donc, naturellement, on a moins de grands contacts entre tous les gens en tout temps, là, et surtout en hiver.
L'autre chose, c'est que peut-être à cause de tout ça, puis à cause des messages qui sont venus assez tôt, les gens ont respecté les consignes, donc les seuls cas comme ils nous viennent de l'étranger ou de d'autres régions, ben là, c'est atténué, ça commence à en tout cas, on peut croire que c'est un peu atténué par la diminution de la circulation entre les régions du sud et les régions de la ceinture est-nord. Ce sont les principaux facteurs, je pense, qui jouent. Oui. Oui. OK. Il y avait d'autres questions? Oui, j'avais une autre question concernant, entre autres, la contamination au moment du havre. Quand on regarde les données, il y a des données qui ont été, je veux dire, il y a eu comme le 31 mars, il y a eu une augmentation de coût due à cette contagion-là. Il y en a eu une autre, il y a eu comme un rebond un petit peu sur ces jours plus tard. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait d'autres cas qui viennent de cette contamination de base-là? Et dans combien de temps cette contamination de base-là va pouvoir s'éteindre si on maintient des mesures de confinement? Oui. On est rendu à 3 générations, puis à chaque génération, ça diminue le nombre de nouveaux cas. Donc, puis comme il y a une latence, une période entre le moment où la personne est infectée, que la personne développe la maladie, peut aller jusqu'à 14 jours. Moi, j'ai l'impression qu'il faut calculer un bon 28 jours avant de ne plus voir de cas dans cette grappe-là. Donc, on la suit très, très, très attentivement. Mais on est quand même assez confiant que ça va s'arrêter là. On s'assure de ne pas échapper de cas et de bien surveiller nos cas. Je peux poser une dernière question? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure d'un numéro de téléphone pour renseigner les gens qui vont passer d'une frontière à l'autre ou qui veulent avoir une sorte de préautorisation. Est-ce que vous avez un moment où cette semaine où ça devrait être en poste? Est-ce que ça va l'être avant le congé pascal? Je sais que les gens qui sont responsables du dossier travaillent tellement fort qu'ils voudraient bien que ça soit fait avant le congé pascal, alors je pense qu'ils vont réussir.